Bien, donc nous démarrons avec cette vidéo un cycle de formation à ceux qui sont donc concernés par l'application Wiki, où on va essayer d'y voir plus clair dans ce qu'on appelle la physique quantique. Alors pourquoi y voir plus clair? Parce que cette physique qu'on appelle la physique quantique, qui est née au début du XXe siècle, est née dans une ambiance extrêmement délétère pour la physique, puisqu'elle est venue bouleverser toutes nos connaissances sur la matière. Et même aujourd'hui, on en ressent encore les effets. C'est-à-dire que la physique dont on va parler là, pendant ces vidéos, donc a commencé ses débuts en 1900, au tout début du XXe siècle. Et même aujourd'hui, en 2021, il y a encore des gens qui refusent de prendre en compte ces résultats, essentiellement parce que cette physique quantique nous apprend que la matière n'existe pas en fait. Et donc ça gêne encore beaucoup de gens de savoir que quand ils touchent du vide et pas quelque chose de tangible et de réel. Alors on va y aller pas à pas, puisque le but n'est pas de vous faire un cours universitaire, mais plutôt de vous donner quelques outils pour que vous puissiez comprendre, quel que soit votre niveau de formation, qu'est-ce qui est derrière cette physique quantique. Parce qu'un des grands messages qu'on va essayer de faire passer, c'est que c'est la physique de la nature. C'est-à-dire que tout autour, dans la nature, tout ce qui vous entoure fonctionne grâce à cette science, et que même si ce n'est pas une science qui est évidente et immédiate d'accès, c'est quand même quelque chose qui est important, qu'on soit agriculteur, musicien, scientifique ou philosophe. Alors pour ça, il faut commencer par définir la physique avant la physique quantique, ce qu'on appelle la physique classique. Donc là, je vous ai préparé un petit récapitulatif. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je brosse juste à grands traits. Il y a en fait, comme vous le voyez, trois grandes sciences qui sont concernées par la physique classique. Ce qu'on appelle la mécanique, donc qui date de 1687, avec la figure d'Isaac Newton, qui est le père de la mécanique. Donc cette mécanique dite newtonienne nous apprend qu'il y a des forces dans la nature, et que ces forces sont liées à l'existence d'un coefficient d'inertie qu'on appelle la masse, et que cette masse, si vous voulez l'accélérer, il va falloir développer une certaine force. C'est tout avec ça que Newton va expliquer la structure du système solaire, c'est-à-dire expliquer pourquoi les lois de Kepler et de Galilée ont les formes qu'on leur connaît. Ensuite, le même Newton va aussi expliquer ce qu'on appelle la loi d'attraction universelle, c'est-à-dire l'idée que deux masses sont toujours en attraction l'une avec l'autre, c'est-à-dire qu'il existe une force entre deux masses qui n'est pas une force mécanique, mais une force gravitationnelle qui est liée donc à une constante qu'on appelle la constante de gravitation de Newton, symbole grand G. Voilà, Newton donc a fait une contribution extrêmement importante. L'idée derrière la physique de Newton, elle est symbolisée par ce dessin. C'est-à-dire, c'est des rouages. C'est comme une horloge, le monde est une horloge en fait. Il y a des roues qui tournent dentées, puis chaque cause a un effet, et chaque effet a une cause, ce qui fait que vous pouvez démonter l'univers comme ça, comme d'un ensemble de rouages, avec le petit problème que ça pose, c'est que ces rouages tournent même si vous n'existez pas. C'est-à-dire qu'ils tournent tout seuls, c'est la nature. Alors, il n'y a pas besoin d'être vivant pour faire tourner ces rouages. Alors ça a été le début, donc on a formalisé les lois de la mécanique, ensuite on a formalisé ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'en dehors des forces et du travail mécanique, il y a de la chaleur, et cette chaleur, eh bien, elle est liée à une fonction qu'on appelle l'entropie. Donc derrière la thermodynamique, il y a aussi ce qu'on appelle la physique statistique, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est que cette variable entropie. Donc là, je ne vais pas la détailler parce qu'il y aura tout un cycle, c'est tellement important qu'il y aura tout un cycle de formation sur l'entropie, parce que c'est vraiment la variable qui est importante pour la matière vivante. Ce qu'on va juste retenir, c'est que la thermodynamique nous dit qu'il y a en fait deux choses, l'énergie, l'entropie, qui sont reliées par un coefficient, une variable qu'on appelle la température. Donc tout ce qui n'est pas mécanique et chaleur du ressort de la thermodynamique. Et puis vers la fin du 19e siècle,
donc en 1865, on va trouver donc l'électromagnétisme, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que l'électricité, le magnétisme, l'optique sont en fait une seule et même science qu'on appelle l'électromagnétisme. Ça va être la grande contribution de James Clerk Maxwell. Et Maxwell va donc introduire deux entités. Et là, pour la première fois, on va voir apparaître ce qu'on appelle des entités abstraites. C'est-à-dire qu'avec Newton, on a des masses. Donc c'est des choses concrètes. On travaille avec des masses qui ont des vitesses, des accélérations, qui créent des forces. Avec Rudolf Clausius et toute la thermodynamique, on va travailler avec de la chaleur. C'est-à-dire la chaleur, tout le monde voit ce que c'est. Il y a du feu, ça chauffe, il y a la température, ça encore c'est des choses concrètes. Par contre, avec Maxwell, on a introduit deux entités, ce qu'on appelle le champ électrique E et le champ magnétique B, qui sont des entités immatérielles. C'est-à-dire ça n'a pas d'effet. La seule chose qu'on peut voir de ces effets, en fait, c'est soit le fait qu'il y a des charges électriques, soit le fait qu'il y a des courants électriques, ce qu'on voit par exemple dans les aimants, soit le fait qu'il y a de la lumière. Ce sont comme ça que se manifestent ces entités abstraites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toute la physique quantique va se focaliser là-dessus. C'est-à-dire qu'on va se servir de la synthèse maxwellienne pour révolutionner la mécanique et la thermodynamique, à la lumière de ces découvertes, c'est-à-dire que derrière ce qu'on observe, il y a des concepts abstraits. Alors c'est particulièrement évident pour la lumière, parce que, j'y reviendrai, parce qu'on fera là aussi une formation spéciale sur l'électromagnétisme, tellement c'est important. Là, je vous introduis juste les notions que, en classique, il y a ce champ électrique, ce champ magnétique, on ne se pose pas la question d'où ils viennent, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui vibre, parce que sinon, on va dans des considérations qui sont nettement en dessous, au-delà de ce qu'on peut faire en physique classique. Il faut là aller à la physique quantique pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces entités. Alors juste, ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est que la force, en fait, le champ électrique, c'est une manifestation de la force, mais qui fait intervenir un coefficient qui n'est pas la masse, mais la charge électrique, ou si vous préférez, le champ électrique, c'est le rapport de la force sur la charge électrique, et le champ magnétique, c'est aussi une force qui fait intervenir le même coefficient de charge, mais par contre, là, la charge se déplace avec une certaine vitesse V, alors qu'elle est statique lorsque vous avez le champ électrique. C'est la seule différence. Et ces deux entités se combinent pour créer quelque chose qu'on appelle la lumière. Alors, c'est cette synthèse maxwellienne qui va introduire donc ce qu'on appelle la notion d'onde électromagnétique, où on peut faire vibrer aussi l'air, ça va donner ce qu'on appelle les ondes sonores, la musique, mais le langage des ondes n'est pas attaché à un support vibratoire. C'est un concept qui dit simplement que vous avez un phénomène périodique dans le temps, qui se répète identique à lui-même, vous voyez, c'est l'image de la sinusoïde qui se répète identique à elle-même.